bonjour. C'est vrai que devant une épidémie, on cherche avant tout à se protéger individuellement. Et ce n'est pas toujours très facile, comme vous le voyez sur cette gravure de saphir, tout ce qu'il faut faire pour vraiment se protéger du choléra. Moi, ce que j'aime le plus, c'est, vous voyez, derrière les jambes, il met des petites bouillottes. Comme ça, lorsqu'il sera déshydraté à cause du choléra, il n'aura pas trop de spasmes des mollets. Ce qu'il faut bien comprendre pour faire l'étude de l'histoire des épidémies, c'est que jusqu'au milieu du XIXe siècle, les épidémies étaient toujours le fait des miasmes. C'était des miasmes qui circulaient dans l'air. On ne connaissait pas les germes, bien sûr. Qui dit miasme dit odeur, et ça expliquera beaucoup le choix de certains moyens de prévention. Bien sûr, comme d'habitude, ces calamités sont des punitions divines parce que nous avons péché, et le premier moyen de se préserver, c'est de se repentir. Alors, je vous ai mis une petite médaille qui devait protéger contre le choléra, mais j'avoue que je n'ai pas trouvé l'étude randomisée en double aveugle montrant son efficacité. L'épidémie, donc, c'est l'arrivée de ces miasmes qui sont là, et la meilleure des choses, c'est de partir. Ça date d'Hippocrate, c'est le sitôt longué tardé, part vite, va loin et revient le plus tard possible. C'est effectivement une bonne solution. La seule chose, c'est qu'il faut être certain de ne pas être contaminé, parce que là, on va diffuser à tout le monde. Et si on regarde là, nous sommes pendant la peste de Provence en 1720, eh bien vous voyez qu'il fallait déjà une attestation de déplacement dérogatoire. Ça s'appelait un billet de santé, et en fait, c'était les autorités qui attestaient que vous ne veniez pas d'un lieu contaminé. Là, c'est un vendeur de Philofèle qui doit aller à Blauzac, puis à Brignoles, qui a ses papiers. Si vous n'aviez pas ce papier, c'était simple, on vous confisquait vos biens, on les brûlait, on vous enfermait. Et si vous aviez le malheur d'essayer de vous échapper, on avait le droit de vous casser la tête. Simple. Alors, comme toujours, la préservation, c'est une question d'hygiène personnelle, et ça se règle bien avec les 5 F. Les 5 F, ça évoque la force. Vous avez fait une partie de jeu de paume un peu sévère, vous avez beaucoup sué, il faut penser à vous essuyer, vous mettez au coin de l'âtre pour vous réchauffer. Les femmes, bon, c'est évident. Ceci dit, si vous êtes jeune marié et que vous devez avoir des enfants, non. Là, il faut voir les femmes. Et puis, si vous êtes très habitué, attention au sevrage brutal. La faim, le froid, c'est évident. Ne pas trop manger, mais manger suffisamment. Ne pas avoir trop chaud, mais... Et puis, le dernier point, nous reviendrons à la fin, c'est la frayeur. Et vous verrez que c'est quelque chose qu'on a complètement oublié. Alors, les gestes barrières, mais ça ne date pas, je suis désolé, ça ne date pas de 2020, ça existait déjà, éviter les assemblées, se tenir loin des gens. Ils avaient, comme c'était des miasmes, ils étaient plus attentifs à se mettre au vent du patient, de la personne à laquelle ils parlaient, et non pas sous le vent. Et si les gens étaient infectés, eh bien, il fallait se tenir à 10 ou 12 pas. 10 ou 12 pas, un pas, ça fait 5 pieds, 10 ou 12 pas, ça fait 12 à 15 mètres. Donc, vous voyez, c'est assez loin. Alors que depuis les travaux de Plug, que vous avez tous, que vous connaissez tous, si vous voulez, on se tient, la distance c'est 1 mètre pour la plupart des particules et 2 mètres éventuellement. Il y a une dame qui a beaucoup travaillé ça à l'Institut du Massachusetts, c'est Lily Bourreau-Ilpa, et elle a bien montré avec des images, elle prend 1000 images à la seconde, c'est rapide, elle a bien montré que les grosses particules que vous voyez sur la partie gauche, elles vont jusqu'à 75 cm, mais quand on regarde les particules les plus fines, elles peuvent aller jusqu'à 7 à 8 mètres. Donc finalement, nos ancêtres qui préféraient se tenir très à distance n'avaient peut-être pas tout à fait tort. Maintenant, je vais commencer par tordre le cou à cette histoire des masques à bec de corbeau. On a vu partout fleurir dans la presse, il n'y a pas un journaliste qui ne nous l'a pas sorti, alors que ce n'est qu'une énorme plaisanterie. C'est quelque chose qui n'a jamais existé. Avec Jean-Louis Scholtès, nous avons travaillé et publié dans l'histoire de la médecine un article qui démontre que c'est faux, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, tout est parti de cette gravure de Fürst qui date de 1656. Il a fait cette gravure
Quand on analyse bien ce docteur de la peste, on s'aperçoit qu'il est là pour faire peur. Vous regardez en bas de la gravure, vous avez les enfants qui sont poursuivis par le docteur. Vous avez aussi ce qu'il a au bout de sa baguette, cette espèce de papillon, c'est le memento mori, le souviens-toi que tu vas mourir. Et puis, ce que je trouve très très drôle, c'est que tout à fait en bas, il signe d'après Colombina. Colombina, à cette époque-là, on ne trouve aucun artiste référencé. Par contre, quelques années auparavant, dans la comédie dell'arte qui était très à la mode, apparaît un personnage qui s'appelait Colombine. Et Colombine, c'est le seul personnage de la comédie dell'arte qui ne porte jamais de masque. On raconte que c'est l'abbé de Saint-Martin qui rapporte avoir appris de Charles Delorme, il l'aurait fait pendant la peste de Paris en 1619. Quand ils se sont rencontrés, ils étaient en cure à Bourbon tous les deux. L'un avait presque 90 ans, et quant à Michel de Saint-Martin, c'est un gros naïf à qui on a fait croire les pires choses. Donc c'est un témoignage qui n'est pas valable. Parmi les gens qui étaient présents à la peste de Marseille, on a des gravures qui ont été reproduites avec le nom de Chicogneux dessus. Chicogneux, c'est un médecin qui venait de Montpellier et qui était censé montrer que la peste n'était pas contagieuse. Ça peut se discuter, mais c'était son rôle. Et lui et tous les autres médecins qui étaient présents sur place ont affirmé qu'il n'y avait jamais ce costume de médecin de la peste, que ça n'avait jamais existé. Au contraire, il s'asseyait sur le lit des pestiférés pour montrer qu'il n'avait pas peur d'attraper la maladie. Et puis, ceux qui par contre disent que cela existait, le premier c'est Bartholin, après c'est Manget qui, dans sa première édition de son livre, a remis cette gravure qu'il a fait supprimer dans la deuxième édition parce qu'il n'y croyait plus, et puis il y a Chavant qui, comme tous les autres, dit « J'ai entendu dire que », mais personne de ces gens-là n'ont eu de visu ce costume de la peste. Et je vous ai mis en dernier le masque authentique qui est conservé celui-là à Ingolstadt, et il y a le même à Berlin. Mais en fait, la conservatrice d'Ingolstadt vient de publier un article pour montrer que ce masque-là, s'il était vieux, n'a jamais pu être porté par des médecins, et donc on confirme que cette histoire du masque de la peste, c'est une supercherie. Alors, j'en reviens donc aux odeurs, aux miasmes qui circulent dans l'air et aux odeurs. Et depuis tout le temps, lorsque les gens avaient quelque chose devant eux, c'était des odeurs, ça pouvait être de l'angélique, ça pouvait être du citron, c'était souvent des éponges avec du vinaigre. Et puis, de la même manière, ils avaient leur gel hydroalcoolique de l'époque, ils s'enduisaient de vinaigre, ils s'en mettaient sur la face, ils s'en mettaient sur la bouche et les lèvres, sur les narines bien sûr, et puis sur les oreilles, parce que vous savez bien que les miasmes, ça peut aussi rentrer par les oreilles. Toujours pour parler de ces masques, au XVIe siècle, les femmes nobles portaient des masques, tenaient à la main ou tenaient dans la bouche un masque pour se protéger des rayons du soleil, parce qu'il était important de garder une peau très très blanche. Donc pour elles, c'était facile de se mettre une petite ouate avec du vinaigre pour se protéger, mais pour les hommes, et vous voyez, je trouve que cette phrase à la fin est très importante, mettre un masque pour un homme, c'est risquer de se rendre ridicule, et c'est risquer de perdre sa virilité. Ça se discute, mais c'est comme ça. En fait, la véritable histoire des masques de protection, ça démarre à la fin du XIXe siècle. D'abord, c'est les travaux de Lister sur l'antisepsie, etc. Il y a Mikulicz, mais il y a surtout Pasteur. Et Pasteur, qui travaille sur les micro-organismes, est bien clair sur la nécessité, lorsqu'on travaille sur des pestiférés, par exemple, ou lorsqu'on fait des études en laboratoire, de porter un masque. Et vous voyez, il y a eu plusieurs discussions à l'Académie de médecine, je vous ai remis celle-ci. Les médecins sont toujours les mêmes. Si je mets un masque, je vais faire peur aux gens, je vais perdre ma dignité, et puis finalement, j'en ai vu d'autres, alors basta. Ce qui a vraiment déclenché le port du masque au cours des épidémies, c'est l'évolution de la peste de Mandchourie. C'est la peste qui avait commencé à Yuan, un drôle de petit village chinois. On n'a jamais entendu parler de ce village, je pense. Ça avait commencé à Yuan en 1874, ça s'est répandu dans le monde entier, et ça a été particulièrement sévère en Mandchourie. Et vous avez deux photos. À gauche,
vous avez Pun Yente, qui est le réformateur de la médecine chinoise moderne, qui a vraiment fait de très belles choses, qui lui était convaincu que c'était une peste qui se transmettait par l'haleine, par la respiration, et qui était fanatique du port de masque. En face de lui, vous avez Gérald Mesny, c'est un médecin de la marine qui a déjà plus de 10 ans d'expérience, qui a 10 ans de plus d'ailleurs que son homologue chinois, qui lui a connu des épidémies, peste jaune, peste, etc., qui en plus a lu les travaux d'Yersin et de Simon, c'est que la peste, c'est les puces du rat qui nous transmettent la peste. Donc lui dit que c'est inutile de porter un masque. 4 jours après son arrivée, il est mort de la peste bubonique. Le deuxième élément aussi, c'est qu'il y avait trois équipes de soignants, enfin 3 groupes de soignants. Il y avait des Chinois qui portaient tous un masque, il y avait des Japonais qui portaient tous un masque, et il y avait les Russes qui ne portaient pas de masque. Dans les rangs des soignants russes, ça a été l'hécatombe, jusqu'à ce qu'ils comprennent eux aussi qu'il fallait porter un masque. Donc ces événements ont eu un retentissement très important dans le monde, et à partir de là, par exemple, on s'est rendu compte que pour les Asiatiques, porter un masque en temps d'épidémie, même de banale grippe, c'était devenu un geste du quotidien qui ne se discutait même plus. En France, on a vu ça en France et en Occident. Par contre, ça a été beaucoup plus difficile. C'est l'époque c'est juste après-guerre, 18, 19, 20. C'est l'époque de la grippe espagnole qui a fait quand même énormément de ravages, beaucoup plus que notre Covid. Alors pour les élégantes, bien sûr, c'est différentes manières de porter les masques. Je ne suis pas sûr qu'ils soient efficaces. Ce qui est plus intéressant, c'est en bas à droite. Les Boches sont vaincus, mais la grippe ne l'est pas. C'est l'histoire d'un journaliste qui a voulu mettre un masque à Paris, qui est allé dans le métro. Dans le métro, d'abord, on ne voulait pas le faire rentrer parce qu'il avait un masque. Et après, on s'est dit, mais non, s'il a un masque, c'est un mutilé de guerre qui est complètement visage déformé, c'est un brave homme, on lui donne un siège, etc. Et puis, comme il voyait que personne ne bougeait, il a fait cette affiche, il s'est mis dans un bar, il a attendu, les gens passaient, lui ont posé quelques questions, mais ne se sont pas remis en question sur le port du masque. Aux États-Unis, c'est pas mieux, on critique le masque. Il y a des anti-masques comme on en a actuellement. Par contre, aux États-Unis, ils ne sont pas contre le masque à cause de la liberté, ça les prive de liberté, mais c'est des choses beaucoup plus graves. D'abord, un masque, ça fait peur. Un masque, ça entraîne la corruption de l'administration. Et puis surtout, un masque, ça retarde les annonces de mariage. Et la pire des choses, vous le voyez bien, c'est que avec un masque, on ne voit plus le visage des jeunes filles. Donc ça, c'est vraiment catastrophique. Parallèlement, pendant cette grippe espagnole, et avant, il y a eu des travaux, parce que l'évolution des masques, elle se fait tout le temps parallèlement à l'évolution du masque en chirurgie, les porteurs de masques avec Mikulix le premier. Et Hübner, qui faisait des masques pour la chirurgie, a montré qu'il fallait au moins 2 couches de gaz pour se protéger. En France, on est allé encore une fois beaucoup plus loin, et Vincent et Lochon, en 1918, eux, prétendent qu'il faut 5 couches de gaz. 5 couches de gaz, ça devient difficile de respirer correctement sous son masque. Alors, les masques, on a vu, c'était lié essentiellement à la chirurgie à cette époque-là, mais un peu avant, 1850, curieusement, j'ai trouvé un brevet d'invention d'un monsieur Tardy, qui n'est pas médecin, qui est simplement négociant, et qui a fait un masque, simplement, il badigeonnait de goudron l'intérieur d'un masque, de manière à maintenir l'air chaud, et de manière à avoir l'effet désinfectant, c'était l'époque du créosote, le bon antiseptique, entre guillemets. Alors, comment ont évolué en fait les masques? D'abord, le premier masque dont on parle, c'est Pline, qui parle des ouvriers qui pilaient le minium, qui mettaient une vessie diaphane pour ne pas être contaminés par les poussières. Et c'est vrai que c'est plus pour les travailleurs qu'il y a eu des masques, pour que les poussières n'aillent pas vers lui. Là, on est dans la protection du sujet, pas dans la protection des autres. Et Enro, c'était un professeur de Reims et maire de Reims, avait fait un masque qu'il a commercialisé chez Mathieu pour la protection des ouvriers. Très vite, quand il a vu les travaux de Pasteur, etc., il l'a transformé en un masque de protection pour les personnes. Vous avez ensuite un deuxième masque, celui de Mélinger, qui est fait avec de l'or. Je ne sais pas pourquoi, un bâti d'or sur lequel on a mis des toiles cirées. Mais vous voyez qu'il ne protège absolument pas vers le bas,
comme le masque le plus courant, celui qui a eu beaucoup de succès finalement, qui est le masque de viol, qui est attaché en haut, mais pas en bas. Donc finalement, tout peut passer par en dessous. Et c'est Dannenberg qui, le premier, a voulu avoir un masque à peu près moulant, et on mettait en fait de la gaze sur cette base métallique pour faire le couvre. Le vrai progrès dans les masques, c'est peu connu, mais c'est au Canada, c'est Gel, qui a fait un masque assez simple, avec du carton fort, qui pouvait garder la forme. Il l'enveloppait dans une gaze, il mettait à l'intérieur de l'ouate, et il avait comme ça un masque qui plaquait bien. C'est-à-dire que c'est un peu comme nos FFP2, ça le protégeait lui, et ça protégeait les autres. Et puis, les choses ont évolué. D'abord, il y a eu les antibiotiques, on s'est moins préoccupé des masques. Et puis, on a eu surtout l'avènement du papier et des matières synthétiques. Moi, j'ai pris, vous n'avez peut-être pas connu ce film MASH, qui a beaucoup marqué ma jeunesse. C'était sur la guerre du Vietnam, très drôle. Et puis, on est arrivé maintenant à nos masques de chirurgie et nos masques FFP2. Par contre, on s'aperçoit qu'encore, quand on discute avec le grand public, les gens n'ont pas fait la différence entre le masque qui sert à vous protéger, vous, comme le FFP2, et le masque de chirurgie qui sert à protéger les autres. Quoi qu'il en soit, et ça date maintenant d'il y a plus de 10 ans, il est clair, les masques en tissu, comme on a vu beaucoup, sont peu efficaces. Mais l'auteur, Madame Sander, dit que c'est mieux que rien et qu'il faut porter un masque. Et puis, Brennan, 2 ans plus tard, explique que devant toute menace épidémique, de grippe ou d'ailleurs, il faut absolument que les recommandations, que les guidelines comportent le port du masque. Ce qui semble que certains de nos politiques avaient oublié. J'en arrive à la vaccination. La vaccination, c'était connu sous forme d'inoculation de la petite vérole, la variole, par les Turcs depuis très très longtemps. Et Ladi Montaigu, qui avait vécu avec son mari ambassadeur en Turquie, avait vu l'inoculation des enfants turcs et a fait inoculer son fils. À l'époque, c'était quand même dangereux parce qu'avec une mortalité de la variole qui était aux environs de 10%, l'inoculation qui était la transmission directe du pus d'un malade qui était scarifié sur 4-5 points au sujet qu'on inoculait, avait une mortalité non négligeable qui n'était pas loin des 5%. Je n'ai pas pu résister au plaisir de vous mettre cette petite réflexion de Voltaire sur nos amis anglais. Eux, les Anglais ont été tout de suite pour l'inoculation, les Français ont été réticents, et comme il dit, le jour où les Anglais ne voudront plus, nous, à ce moment-là, on décidera de le faire. En fait, la vraie vaccination, c'est la vaccine, c'est-à-dire la maladie de la vache, qui est une maladie bénigne, qu'on connaissait parce que tous les gens travaillant dans les fermes qui traillaient les vaches, avec des pustules sur le pied des vaches, attrapaient cette maladie bénigne, avec quelques pustules, mais n'en mouraient pas, n'avaient pas le visage déformé ni rien. Et bien sûr, on dit que c'est Jenner qui est le premier à avoir vacciné. Jenner, c'est celui qui a fait parler de lui, à qui on attribue la vaccination, mais le premier l'étendard, c'est ce bon gros fermier qui, en 1774, avait déjà appris du pus des pustules de vaccine sur les vaches, avait inoculé sa femme et ses enfants pour les protéger. Mais nous sommes à la vaccination, donc avec une mortalité qui est devenue pratiquement nulle, mais vous voyez qu'elle n'est toujours pas acceptée. D'abord, on accuse les vaccins de donner ces déformations. Je ne sais pas si vous voyez tous ces personnages avec des vaches qui leur apparaissent sur les bras, sur la tête, un peu partout. Jenner, qui est représenté comme la mort. Et puis, cette réflexion d'un Français qui ne comprend pas comment, avec quelque chose qui tue, on peut sauver les gens. J'en reviens à Pasteur, parce que là aussi, c'est important. Pasteur, c'est le premier qui a eu l'idée d'utiliser un virus atténué, c'est-à-dire qu'il a inoculé le virus du choléra des poules à des poules, un virus frais. Toutes ces poules sont mortes. Il a inoculé pendant plusieurs jours avec le même produit, qui donc a vieilli, et au bout d'un moment, il s'est rendu compte que celle qui avait été inoculée avec le produit vieux ne faisait pas la maladie, un produit qui a duré près de 3 semaines, et surtout quand il leur inoculait ensuite un produit, le virus vivant frais, ne développait pas non plus la maladie. Donc ce qui confirme qu'un vaccin
virale atténuée peut être très efficace. Alors, c'est la vaccination que vous connaissez tous, c'est celle de Jonas Salk pour la grippe. Enfin, il a surtout divulgué le vaccin de la grippe à la fin de la guerre. Il a fait la poliomyélite. Sabin est connu pour le vaccin par voie orale. Mais si on essaye de classer les vaccins tels qu'ils ont été faits, 79, c'est Pasteur, le vaccin atténué. 80, c'est le vaccin inactivé. Les mauvaises langues racontent qu'en fait, Pasteur inactivé aussi ces vaccins théoriquement atténués. Et puis, ça a été les vaccins sous-unitaires, c'est-à-dire qu'à partir de 76, c'est le génie génétique qui arrive, et c'est le premier, c'est le vaccin contre l'hépatite B, qui était vraiment un tournant, surtout pour nous les soignants. Et ce que l'on a complètement oublié dans notre épidémie de covirus, c'est que les vaccins vectorisés et les vaccins à ARN messager, ce n'est pas une invention de 2021, c'est quelque chose que l'on connaît depuis 1990. Je vous ai mis la photo de Katalin Karikó, qui est une Hongroise qui est partie ensuite travailler aux États-Unis, qui, elle, contre vents et marées, était persuadée que la bonne voie, c'était l'ARN messager, qui travaille aussi sur un vaccin HIV, sur un vaccin contre certains cancers, et dont on dit qu'elle sera le prix Nobel, le prochain prix Nobel. Ça, je ne sais pas. Mais toujours est-il que ces vaccins, c'est 30 ans déjà de connaissances. Et par contre, la chance que nous avons eue, c'est qu'avec l'épidémie, eh bien, on a des notions de pharmacovigilance en un an qu'il nous aurait fallu 10 ou 20 ans pour obtenir. J'en viens aux accidents de l'âme, parce que ça, c'est la chose peut-être la moins connue. Vous avez tous entendu dire la peur bleue. La peur bleue, c'est cette jeune viennoise en pleine forme qui attrape le choléra. 4 jours après, vous la voyez cyanique, dénutrie, etc. Et c'est de là qu'est venue l'expression de la peur bleue. Que faire pour lutter contre cette peur? C'est d'éviter d'être calme, d'être sage. Galien, c'est ce qu'il le disait. Et autrement, c'est Thalès, ou Thaleta de Crète, c'est ce musicien qui a dit que la musique adoucissait les mœurs, qui faisait chanter les troupes pour lutter efficacement contre la contagion. À Grenoble, il y a même un médecin qui s'est transformé comme auteur, comme acteur, pour faire des pièces bouffonnes, pour faire rire les gens, parce qu'il était persuadé que ça leur évitait d'être contaminés. Alors bien sûr, nous, les modernes, on n'y croit pas à ces histoires-là. Ça date de 1846, c'est-à-dire que ça a 150 ans. Déjà, on s'est élevé contre la presse, comme nous avons eu avec tous ces ultra-crépidarianistes qui passaient leur temps à nous faire peur dans la peste, à nous annoncer des 600 morts par jour, des destructions, etc. Donc ça, c'est déjà la peste aussi la peur existait. Moi, j'aime beaucoup cette étude de Cohen. Cohen a pris 397 sujets volontaires qu'il a isolés quand même, qu'il a enfermés pendant plus de 15 jours, et il leur a inoculé des virus dans le nez. Donc c'était des rhinovirus, et il y avait même un coronavirus, mais qui était le 229E, qui n'a rien à voir avec le nôtre actuel. Ils avaient fait au préalable des tests psychologiques pour apprécier le stress ressenti par ces patients. Et on s'aperçoit, ces courbes se passent de commentaires, on s'aperçoit qu'il y a une excellente corrélation entre la peur et la transmission, c'est-à-dire que ceux qui ont plus développé la maladie étaient effectivement, et avec les symptômes les plus graves, étaient effectivement ceux qui avaient les tests de stress les plus élevés au départ. Et plus récemment, ça date de 2020, on a découvert que finalement ces problèmes de contagion étaient reliés au récepteur bêta-2 adrénergique, et c'était fait en injectant du CMV, du cytomégalovirus, aux souris, et on a montré qu'effectivement, celles qui avaient des récepteurs très actifs développaient la maladie, celles qui avaient des récepteurs peu actifs étaient protégées relativement contre la maladie. Alors j'en arrive à ma conclusion. Lorsque vous voyez ce texte-là non plus ne date pas d'hier, il a 150 ans. Et pourtant, je crois qu'on pourrait le réécrire pour ce qui s'est passé chez nous, parce que la mémoire oublie.
Et comme on m'a dit que le thème de la session, c'est « À quelque chose, malheur est bon », bien moi, ce que je dis dans cette session, ce qui est remarquable, c'est que nous ayons des jeunes anesthésistes qui viennent apprendre l'histoire, et j'espère que ces jeunes anesthésistes se rappelleront lors des prochaines épidémies à d'autres germes ce qui se passait avant et en tiendront compte. Je vous remercie de votre attention.